Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous pour suivre l'actualité de ce mardi 23 août. Suite et fin de la visite ministérielle à Mayotte. 3 jours à la rencontre des élus, des professionnels ou encore d'associations. De nombreuses mesures ont émergé à l'image de cette proposition d'envoyer les délinquants dans un centre de redressement militaire, l'une des mesures phares pour lutter contre l'insécurité. Nous parlerons aussi d'environnement, de biodiversité avec la protection du parc marin. Le ministre délégué aux Outre-mer a rencontré à la plage Moya les associations environnementales. La lutte contre le braconnage des tortues ainsi que la problématique de la terre qui se déverse dans la mer étaient au menu des discussions. L'un des premiers centres d'encadrement militaire pour les jeunes délinquants sera mis en place à Mayotte. L'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur hier soir pendant l'entretien qu'il nous a accordé dans le 19h. Gérald Darmanin, qui n'a pas manqué durant ces 3 journées de visite à Mayotte de faire des annonces visant à lutter contre l'insécurité et l'immigration clandestine. Voyons cela avec Laini Saïdachim. D'abord, le ministre de l'Intérieur a affirmé son soutien aux forces de police et de gendarmerie suite aux violences de ces derniers jours après une opération de contrôle d'identité dans le cadre de la lutte contre l'immigration illégale et l'insécurité. Nous ne céderons pas. On va protéger les Mahorais, on va protéger Mayotte, on renforcera encore les effectifs de police et de gendarmerie. Un quatrième escadron de gendarmerie mobile sera à demeure, je l'ai annoncé, à Mayotte. Et on continuera à faire notre travail pour lutter contre l'immigration illégale. Il y a des armes qui ne sont pas possibles à utiliser quand on est policier à Mayotte, parce qu'on a en face de soi des enfants, il faut dire la vérité, qui ont entre 11, 12 ou 13 ans et qui ont des machettes ou des haches. On ne tire pas à balles réelles sur des enfants qui ont 11 ans. Par contre, on doit évidemment pouvoir interpeller ces enfants et on doit pouvoir après donner une réponse pénale. Et pour freiner ces escalades de violence, Gérald Darmanin a annoncé la création d'un centre d'accompagnement militaire pour les jeunes délinquants, sans pour autant donner des détails sur le genre de structure, le public visé, le financement ou encore un calendrier. Que dans la campagne du président de la République, il y avait une proposition, un encadrement militaire pour les jeunes délinquants. Et j'ai échangé avec le président de la République aujourd'hui. L'un des premiers centres d'encadrement militaire qu'il proposera, c'est-à-dire pour rééduquer, pour faire la sanction de ces jeunes qui manifestement sont devenus des gens qui attaquent, qui tuent, qui pillent, eh bien on le fasse ici à Mayotte. Au sujet de la surpopulation carcérale, avec 160% des places de prison occupées à Majicavo, pas de réponse concrète sur une éventuelle répartition, par exemple, des mineurs détenus sur les autres territoires français. La création d'un 2e établissement pénitentiaire pourrait être une des solutions. Quant à la présence de Frontex à Mayotte, une demande notamment des élus locaux pour renforcer les contrôles de nos frontières maritimes, le ministre de l'Intérieur n'est pas convaincu de son efficacité, faisant référence à ce qui se passe dans la Manche qui bénéficie de ce dispositif. Par ailleurs, Gérald Darmanin est favorable au retour sur le département des policiers mahorais exerçant dans d'autres territoires et dit étudier l'opportunité d'ouvrir de nouvelles zones de police dans l'île. Et de son côté, le ministre délégué chargé des Outre-mer est allé du côté de la halle des pêcheurs à Mtsapéré. Jean-François Caranco est allé à la rencontre de professionnels de la pêche, une opportunité pour ces derniers de faire valoir leurs différentes doléances liées à leur quotidien. Chafanti Alibako, Fahar Housseni. Ils sont venus partager leur réalité avec le ministre délégué chargé des Outre-mer. Ces professionnels de la pêche peinent à exercer leur métier malgré des eaux riches en ressources. La seule chose, c'est que la ressource, si on veut la préserver et qu'on veut répondre à la souveraineté alimentaire de l'île, ce qui est le grand mot à la mode, il faut peut-être que les gros se serrent un peu plus la ceinture. Et les gros, c'est les tonniers bateaux-usines qui font des petites boîtes, qui sont basées aux Seychelles, qui viennent pas piller, mais qui viennent pêcher dans des conditions dramatiques et qui sont très destructrices et qui prennent la ressource. Et nous, on a que les miettes à manger. On milite aussi pour plus de moyens, avec notamment le renouvellement de la flotte des pêcheurs qui date d'au moins 30 ans. Ces derniers exigent la reconnaissance via une validation de leurs acquis. Le ministre s'engage à porter le message à Bruxelles dès septembre. On va dire à Bruxelles 2-3 choses. Et 2, faisons les choses par ordre d'urgence. Ordre d'urgence, elle est ici, sur
problème des études, etc. Je vois le président de l'Ifremer aussi, mais c'est pas possible qu'on en reste là avec les sonneurs qui passent là. Hein. Nos eaux territoriales, chez nous, c'est 24 000 nautiques. C'est 12 000 reportés à 12. Ça fait 24 000. Les eaux territoriales qui sont entre la zone économique et ces 24 000, c'est une eau européenne. Donc l'Union européenne ne reconnaît pas les parcs naturels marins. Donc j'ai bien peur qu'ils leur répondent « oui, mais on est chez nous ». Alors maintenant, quels sont les arguments que l'État français va développer? On verra bien ça après le 8. Au milieu des nombreuses revendications, quelques batailles remportées. On nous dit à partir du 1er janvier, l'affaire maritime mahorais sera autonome, sera dirigée par le préfet. Ce n'est pas le cas aujourd'hui qu'on dépend de la Réunion. Là, c'est très important. Parce que le contrôle, tout ça, ça va se faire à Mayotte. Ce n'est pas de l'autre côté qui va décider ce que nous subissons aujourd'hui. Les pêcheurs attendent donc des changements sans crier victoire. Autre visite effectuée par Jean-François Caranco, le village de Kaweni, une localité qui fait l'objet de projets de rénovation urbaine de l'ANRU, des actions en faveur des quartiers en difficulté dans le cadre de la politique de la ville. Pour rappel, Kaweni est considéré comme étant le plus grand bidonville de France. À Kaweni, Zora Abdou Café, Jaïdi Maolida. Cette scène de vie dans ce parc à Kaweni a été rendue possible grâce au projet NPRU qui a pour objectif de transformer le village en créant des espaces de vie et en résorbant l'habitat insalubre. 6 ans après les premiers coups de pelle, le résultat ravit les habitants du quartier et cela se voit sur une diminution de la violence dans la zone. Vraiment ça a changé parce que il y a à peine 3 ans, ce qu'il y avait, est-ce qu'aujourd'hui il y a carrément un changement quoi. Parce qu'avant, c'était quasiment impossible d'accéder à Kaweni. Et là, maintenant, tu peux accéder à Kaweni librement. Le projet NPRU a été initié par la mairie de Mamoudzou en 2016. À l'époque, 151 millions d'euros ont été injectés pour la première phase des travaux. L'ANRU qui avait participé à 30 millions. Et puis, on a l'État et d'autres partenaires, le département qui a participé aussi, à hauteur de 9 millions. Mais ce n'est qu'un premier conventionnement. Actuellement, le chantier prend du retard en raison de démarches administratives. Dans l'idée, il faut que nous accélérions tous ensemble, à la fois sur les procédures, parce que comme vous le savez souvent, les procédures en France de manière globale sont très contraignantes. Et à travers ces engagements pour nous aider à accélérer la métamorphose de Kaweni, c'est un élément important. Aussi, pour ce qui est aussi des financements, notamment de la résorption de l'habitat insalubre. Le ministère des Outre-mer promet d'accompagner financièrement et administrativement le projet NPRU. Donc il va falloir trouver un peu d'argent auprès des fonds d'État, auprès des grandes sociétés divers et variés, des grands fonds, donc ça c'est le premier sujet. Deuxième idée, on est parti sur un gros sujet de normes européennes. C'est l'article 419 du traité. On va voir si ça aboutit, mais je suis décidé à aller. J'en ai parlé avec Gérald Darmanin ce matin, il m'a dit fonce, donc on va le faire. Et le troisième idée, c'est les fonctionnaires territoriaux, le DEAL notamment, mais le DAF aussi, c'est des hommes idoines, c'est ce qu'il faut, et moi je vais les appuyer pour qu'ils aillent au bout, pour être complètement contre le mur de la réglementation, qu'on aille au bout du bout. Les habitants de Kaweni devront attendre encore quelques années afin de voir l'amélioration de la qualité du cadre de vie. Logement, mais aussi transport au programme de Jean-François Caranco. Des visites qui se sont poursuivies pour lui. Et ce matin, il s'est rendu du côté du chantier du Caribus, démarré il y a plusieurs semaines, du côté du terre-plein de Mtsapéré. Il a sur place précisé toute l'importance de la mise en place de transports en commun à Mayotte afin de désengorger les axes menant vers Mamoudzou. On écoute le ministre chargé des Outre-mer ainsi que le président de l'Académa. Il s'exprime au micro de Chafanti Alibako et Fahar Housseni. Caribus, c'est une première réponse à un truc essentiel, c'est l'engorgement absolu de Mamoudzou qui, si on y prend garde à terme, tuera toute l'île. Donc il faut travailler sur cet engorgement absolu. Moi, hier soir, j'ai fait la queue 3/4 d'heure aussi, tranquillement en voiture. Donc il faut travailler. Pour ça, il y a plusieurs sujets. Il y a le transport en commun, départemental, Caribus,
Il y a éventuellement le transport sur mer. Il y a la mobilité douce avec le vélo et la marche à pied. Il y a le contournement, la fameuse déviation. Et il y a le développement économique d'autres communes de l'île que Mamoudzou. Il y a le caribus, mais derrière, on travaille en parallèle avec la navette maritime, avec bien sûr nos partenaires qui est l'État et le conseil départemental pour desservir Dembéni et Mamoudzou. Donc on espère que d'ici 1 an, on espère, hein, donc en tout cas c'est le projet qui est en cours, proposer une alternative à la population de Mayotte. Avec nous sur ce plateau, Miss Bahoudine Bakar, bonsoir. Bonsoir Papineau. Miss Ba, quel bilan tiré de cette visite ? Alors on peut dire que pour Gérald Darmanin, l'objectif de la visite a été atteint. Même s'il n'y a pas eu de mesures chiffrées, d'enveloppes fléchées, il y a eu quand même quelques annonces et des engagements, notamment en matière de sécurité, de lutte contre l'immigration clandestine. Le ministre de l'Intérieur s'est engagé à une modification de l'accès à la nationalité, utilisation de drones pour la surveillance maritime, création d'un centre d'encadrement militaire, on l'a dit tout à l'heure, augmentation des effectifs des forces de l'ordre, redéploiement zone gendarmerie et zone police et accroissement de la lutte contre les reconnaissances de paternité frauduleuse, entre autres. Et que faudrait-il retenir sur le volet économique et social ? Alors là-dessus, nous avons que des pistes évoquées par Jean-François Carenco, notamment la préparation d'un projet de loi spécifique à Mayotte dans lequel il y aura l'extension du bouclier qualité-prix. Il a également parlé de restructuration de la pêche et négociation avec Bruxelles pour développer cette filière ici à Mayotte. L'accent sera également mis sur la formation professionnelle. En revanche, Papineau, pas d'annonce concrète et particulière sur les projets structurants tels que la piste longue ou l'aéroport. Mais là-dessus, il semblerait que ces infrastructures seront évoquées en début septembre à Paris entre les élus tamarins, notamment les élus mahorais et le président Macron. Miss Bahoudine Bakar, merci pour toutes ces précisions. L'environnement a été abordé également dans le cadre des thématiques lors de cette visite ministérielle. Le ministre délégué chargé aux Outre-mer, Jean-François Carenco, s'était rendu dimanche après-midi à la plage de Moya en Petite-Terre. Sur place, il a rencontré les associations environnementales ainsi que les représentants du parc marin. L'occasion surtout de revenir sur les moyens mis à disposition par l'État pour lutter contre le braconnage des tortues. Marie Sabina, Raïna Lilouafa et Jaïdi Maolida. La plage de Moya, très connue pour ses nombreuses tortues qui viennent y pondre, c'est aussi l'un des lieux où les braconniers s'invitent. Dans l'espoir de trouver des solutions aux problèmes que ces dernières rencontrent, plusieurs associations environnementales se sont entretenues avec Jean-François Carenco, le ministre délégué chargé des Outre-mer. Le braconnage, c'est un gros souci. On a à peu près 10%, voire même un peu plus, un peu difficile à estimer, des femelles pondeuses, enfin reproductrices à Mayotte qui se font braconner. Donc c'est un gros souci. On a toujours un manque de moyens parce que bien qu'il y ait le pacte, on ne peut pas être sur toutes les plages. Donc ça reste encore une grosse problématique et qu'on ne peut pas régler avec le peu d'assauts qui sont dans le pacte actuellement. Autre problème également, c'est l'impact de la terre qui se déverse dans la mer. Ce qu'on lui a dit, c'est qu'il y avait beaucoup de pression sur le lagon et qu'il y avait beaucoup de pression d'origine terrestre et qu'il y avait beaucoup de pression avec les travaux, avec l'agriculture, avec les défrichages et que tout ça emmenait de la terre dans le lagon et tout ça venait couvrir les herbiers et les herbiers c'est ce qui nourrit les tortues. Et comme on est venu parler des tortues, c'est ce qui permettait de faire le lien. De son côté, le ministre délégué chargé des Outre-mer pense que le dispositif actuel mis en place pour la protection des tortues fonctionne. Mais pour qu'il soit optimal, une meilleure cohésion entre les services est nécessaire. Ce que je cherche, c'est la cohésion du système. Il ne s'agit pas d'avoir un décideur unique qui décide de tout, puisqu'on dit au contraire, c'est aux associations, aux conseils généraux, aux élus, à l'OFB, à tout le monde d'agir. Mais je plaide pour que, avec le président du conseil général, avec le préfet, il y ait une vraie coordination de tout ça. Le ministre délégué chargé des Outre-mer n'a pour l'instant pas apporté de réponse, mais il a écouté les acteurs environnementaux et leur a demandé de lui proposer des solutions précises pour préserver la biodiversité mahoraise.
Et puis pour terminer ce 19h, sachez que le volcan Karthala en Grande Comore connaît un regain d'activité sismique jugé anormal depuis quelques semaines. Le ministre en charge de la sécurité civile vient de déclencher l'alerte jaune ces derniers jours. Les pouvoirs publics se préparent, rien d'inquiétant pour le moment selon les spécialistes locaux. En attendant, les pouvoirs publics se préparent au pire tout en espérant que rien de tel ne se produise. On fait à savoir que si l'alerte orange devrait être déclenchée, il faudrait déplacer un peu moins de 100 000 habitants. Pour info, la dernière éruption volcanique remonte au milieu des années 2000 où le Karthala avait craché de la cendre recouvrant la capitale et une grande partie de la Grande Comore. Enfin, pour le BRGM de Mayotte que nous avons contacté, il n'y a pas d'activité particulière observée ces derniers jours pour le volcan sous-marin de notre île, Fanny. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci pour votre attention. L'information se poursuit avec le journal à Maoré à suivre dans un instant. Très belle soirée à tous et à demain, 19h.